Bonjour à tous. La France va devoir vivre avec la menace terroriste. C'est ce qu'a déclaré Manuel Valls, le Premier ministre, ce matin à la sortie d'un conseil de défense restreint. Le Premier ministre qui a également appelé à la solidarité, qui a demandé aux Français de rester fidèles à l'esprit du 14 juillet. Cette nuit déjà, François Hollande, le président de la République, avait été le premier à prendre la parole après le terrible attentat de Nice pour annoncer notamment la nouvelle prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois. La semaine prochaine, mardi très exactement, sera présenté un projet de loi en Conseil des ministres. Et puis mercredi et jeudi prochain, le Parlement en débattra. Le président de la République a également annoncé le renforcement de l'action en Syrie et en Irak. Mais comment faire pour lutter contre les réseaux djihadistes et leur action en France ? C'était sur cette question que s'était déjà interrogée une commission d'enquête sénatoriale l'année dernière. Une commission d'enquête présidée par la sénatrice UDI-UC Nathalie Goulet et dont le rapporteur était le sénateur PS Jean-Pierre Sueur. Les sénateurs avaient remis 110 propositions avec notamment l'idée de contrôler systématiquement les frontières de l'espace Schengen. L'idée également de renforcer le renseignement pénitentiaire afin de pallier les carences de la loi. Ce sont une table ronde dans le cadre de ces travaux que je vous propose de voir ce matin. Messieurs les ambassadeurs, consuls, mesdames, mes chers collègues, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une table ronde qui était prévue de longue date dans le cadre de la commission d'enquête que je préside et dont Jean-Pierre Sueur est ici le rapporteur. Cette commission d'enquête est composée de membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et de membres de la Commission des lois. Le contexte international est évidemment extrêmement important et la commission d'enquête portait sur l'organisation de lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Cette table ronde a donc été programmée il y a plusieurs semaines de cela, avant le drame qui a endeuillé Copenhague en fin de semaine dernière. Et Madame l'ambassadeur du Danemark arrivera tout à l'heure, mais naturellement, nous avons tous une pensée pour les victimes de ce drame épouvantable. Alors, si vous le voulez bien, nous allons procéder de la façon suivante. Vous allez, messieurs, nous donner un petit aperçu de la législation en place dans vos pays, d'une législation additionnelle, si cela a été le cas, récente, parce que chacun des pays a dû s'adapter à la menace. On a tous eu à avoir probablement des mesures dans chacun de nos pays. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est surtout les problèmes que vous rencontrez. Je pense pouvoir dire, pour travailler déjà ce sujet depuis un moment, que nous sommes tous en face du même genre de problématiques. C'est-à-dire, 1, l'efficacité relative du tout répressif. 2, la propagande sur Internet et comment on essaye de l'endiguer. Et ça aussi, c'est une question que nous avons tous à nous poser puisque nous sommes tous soumis à cette nouvelle règle de l'Internet et à ses méfaits. Et puis, les problèmes spécifiques que vous pouvez rencontrer dans vos pays. Enfin, les questions d'équilibre entre les mesures sécuritaires et la liberté, puisque cet équilibre entre sécurité et liberté est toujours un équilibre extrêmement compliqué à trouver. Reste évidemment la question de la coopération européenne, et c'est aussi extrêmement important. Bienvenue, Excellence. Je vous en prie, Monsieur l'ambassadeur. C'est aussi extrêmement important que nous puissions en parler et que là aussi vous puissiez nous donner un certain nombre d'indications et de préconisations pour que ce rapport puisse être tout à fait utile et que vous puissiez éventuellement en être bénéficiaire également, puisque je crois que nous sommes tous dans la même problématique et tous avec la même volonté de lutter contre ces réseaux. Donc, le point de la législation, les mesures nouvelles, l'équilibre sécurité-liberté,
les problèmes spécifiques éventuellement du droit d'asile, parce qu'il y a un certain nombre de pays où ça se pose avec plus d'acuité que d'autres. Donc tout ça sont les problématiques sur lesquelles nous souhaitons vous entendre. La coopération européenne, évidemment, et le PNR, puisque ce Personal Name Record, que chacun appelle de ses voeux dans les parlements nationaux, et brusquement qui devient un problème quand les mêmes parlementaires, ou en tous les cas les parlementaires de même groupe politique, se trouvent au sein du Parlement européen. Alors est-ce qu'on va pouvoir trouver une solution à cette question et éviter un peu de schizophrénie? Donc voilà un peu le cadre de cette audition, qui est une audition publique, qui est retransmise sur Public Sénat, ce qui explique qu'un certain nombre de points liés notamment aux questions de renseignement ne seront pas évoqués, sauf si vous avez des points particuliers à évoquer, puisque en étant en audition ouverte, c'est un peu plus compliqué de parler et de débattre des questions de renseignement. Et donc, je vais passer la parole au rapporteur qui souhaite évidemment vous accueillir. Madame la Présidente, je n'ai vraiment rien à ajouter à ce que vous avez excellemment dit. Je voulais simplement ajouter peut-être, si vous le permettez, à nos ambassadeurs et à notre consul général, une question complémentaire. Nous sommes tous dans une situation angoissante, difficile, puisque nous sommes témoins en direct de ce qui se passe et de ce qui s'est passé encore ce week-end au Danemark. Et nous avons le sentiment que nous devons, non seulement le sentiment, mais la certitude que nous devons travailler ensemble. Donc, j'ajoute peut-être une question, c'est quelles sont les mesures de coopération urgente entre les différentes nations que vous envisagez ou auxquelles vous pourriez souscrire pour lutter contre ce fléau du terrorisme? Merci. Monsieur le rapporteur, alors, j'ai oublié de vous indiquer que cette audition était ouverte aux autres membres du Sénat qui souhaitaient venir y participer, que les présidents des groupes d'amitié ont été conviés et que je dois excuser tout particulièrement notre collègue Barry Zakiari qui vient de subir une opération et que j'ai promis d'excuser absolument clairement. Avec votre permission, nous allons commencer par entendre Monsieur l'ambassadeur de Grande-Bretagne. S'il vous voulez bien, Excellence, nous donner un petit aperçu de la réglementation, dont la toute dernière proposition de loi qui a été déposée, qui est en débat, y compris un point qui nous occupe tout à fait, c'est l'interdiction du retour sur le territoire pendant 2 ans, car si ces djihadistes repentis ne reviennent pas chez vous, ils seront chez nous. Et donc, c'est une mesure qui nous a un peu interpellés et que vous allez sûrement nous expliquer. Je vous donne la parole pour une dizaine de minutes ou 15 minutes. Vous avez la parole, Excellence. Bon, ça marche. Bon. Madame la Présidente, merci beaucoup. Excusez-moi encore une fois d'être un peu en retard. D'abord, permettez-moi de dire que nous sommes tous confrontés par la même menace. Nous avons vécu ces moments extraordinaires à Paris, quand Paris et la France étaient magnifiques en réponse à ces attentats le 7 janvier. On a vécu aussi les drames en Belgique, qui a heureusement évité un attentat sérieux, et puis les actions terroristes à Copenhague le week-end. Et ça peut arriver dans tous nos pays. Nous avons eu une première expérience en 2005, quand nous avons eu des attentats très graves sur le métro londonien, avec une 50aine de morts, qui nous a quand même fait réfléchir à ce moment-là sur les gens élevés chez nous, radicalisés chez nous, et qui sont passés à l'acte terroriste. Et ça a beaucoup incité notre gouvernement à augmenter les crédits pour les services de renseignement et de changer notre loi aussi pour faire face à cela. Alors je vais vous faire part brièvement de certains éléments de nos lois et je vais répondre en faisant ça aux questions que vous avez posées. D'abord, avant de passer aux lois,
un mot sur le contrôle parlementaire et judiciaire des actions du gouvernement. Nous avons chez nous maintenant une commission de notre Parlement, des deux chambres de notre Parlement, commission sur le renseignement, avec un statut légal et avec des pouvoirs importants d'auditionner et de contrôler et d'avoir accès à tous les papiers nécessaires sous condition, bien sûr, de secret d'État. Et nous avons des juges qui contrôlent les actions des services de renseignement et les actions des ministres en autorisant les actes des services de renseignement pour assurer un contrôle clair et avec des publications de rapports au Parlement. Alors, sur la législation, à notre avis, il faut absolument combattre le problème en amont, c'est-à-dire prévenir, combattre la radicalisation aux sources avant d'arriver à traiter le problème, les symptômes du problème dans les actions terroristes. Alors pour ça, nous avons beaucoup évolué notre législation et notre pratique. Par exemple, pour combattre la radicalisation dans les prisons, en mosquée et sur l'Internet. Prenons le cas de notre programme Channel. C'est un programme de partenariat entre la police et les associations au niveau local pour encourager les voix dans les communautés de s'élever contre la radicalisation, l'islam radical, aider les personnes à risque d'éviter la radicalisation et promouvoir l'action au niveau local. Dans les prisons, nous avons organisé par les services de notre Home Office beaucoup plus d'informations sur les détenus susceptibles de radicaliser les autres ou les prisonniers susceptibles à radicalisation. Et nous avons une gestion adaptée pour ceux impliqués dans les activités extrémistes. Nous faisons beaucoup d'attention aux aumôniers dans les prisons pour s'assurer qu'ils présentent quand même une vision modérée de l'islam et de corriger les distorsions venant des gens qui sont en train de radicaliser dans les prisons. Il y a une vigilance nécessaire des agents dans les prisons pour identifier les problèmes suffisamment tôt d'agir. Et un problème d'éducation pour les prisonniers qui cherchent à savoir les informations vraies, par exemple sur la théologie de l'islam. Deuxième gisement d'activité très important après action contre la radicalisation en prison, c'est réduire la propagande des islamistes en ligne. Et là, c'est bien sûr un domaine qui évolue très rapidement, mais on se rend compte que Daesh et les autres groupes islamistes utilisent très savamment les instruments de l'Internet pour promulguer leur message et attirer les gens vulnérables vers la Syrie et l'Irak et la radicalisation. Alors il faut identifier rapidement ce contenu, ces sites web. Il faut agir avec les acteurs du web pour les supprimer. Pour cela, nous avons au niveau national développé des contacts, des liens très étroits avec les acteurs du web, avec les gens qui fournissent les plateformes sur le web, souvent hors Europe d'ailleurs, pour pouvoir agir rapidement et supprimer les sites web susceptibles à radicaliser. Nous avons une cellule spécialisée dans notre gouvernement qui est comparable à ce que vous avez en France. Je pense que ça s'appelle Pharos en France. Nous avons l'équivalent pour perfectionner ce partenariat volontaire entre le gouvernement et les acteurs du web. Ça fonctionne assez bien chez nous et nous avons des interrogations sur une approche plus législative au niveau européen. On n'est pas sûr que c'est nécessaire ou que ça marcherait nécessairement bien avec les fournisseurs de services basés hors de l'Europe.
Alors, étant donné l'urgence de l'action contre l'extrémisme, propagande de l'extrémisme sur le web, à notre avis, il faut agir surtout et premièrement en termes de partenariat, d'accords volontaires entre les gouvernements et les fournisseurs de web. Et ça, nous avons beaucoup fait depuis plusieurs années. Nous avons aussi durci notre législation récemment, vous avez fait référence à ça, pour obliger les fournisseurs de services en ligne de stocker les données et aussi pour nous aider à attribuer les domaines du web à des individus pour des raisons de sécurité et de maintien de l'ordre, pour donner accès à l'identité des individus par rapport à leur domaine sur le web. Alors, passons des actions de prévention vers les actions contre les personnes déjà radicalisées, ou pour empêcher ces gens de partir vers la Syrie et l'Irak, ou de les contrôler dès leur retour. Notre nouvelle législation adoptée il y a quelques semaines au Royaume-Uni contient des mesures pour durcir les mesures, les instruments pour la police d'agir contre les gens qui sont en train de partir. Par exemple, on peut retirer les passeports à la frontière pour permettre les enquêtes policières sur des individus. On peut faire d'échéance de nationalité, c'est-à-dire le ministre peut décider de retirer la nationalité britannique de quelqu'un au cas où cette personne a aussi une deuxième nationalité, pour éviter l'apatride, bien sûr. Mais une fois déchu de nationalité britannique, la personne peut être soumise à des contrôles d'immigration et si nécessaire, s'il y a l'information nécessaire, expulsion du territoire national pour retour au pays de départ. Alors, si la personne fait valoir de leurs droits, par exemple pour expliquer qu'ils ont face à une menace dans le pays concerné pour le retour au pays, sous article 3 par exemple du Convention européenne des droits de l'homme, nous avons mis en place un système d'assurance vis-à-vis certains pays pour servir devant nos tribunaux, pour montrer qu'on peut expulser, éloigner des personnes à ces pays sans risque à leur liberté et droits. Et nous avons maintenant un réseau d'assurance avec un certain nombre de pays, par exemple Algérie, par exemple Éthiopie, Jordanie, Liban, Maroc, qui nous permet de expulser des gens, de retourner les gens vis-à-vis de ces pays-là, avec des accords en place que nos tribunaux acceptent, protègent les libertés, les droits de ces personnes-là. Et bien sûr, nous cherchons d'élargir ce réseau de pays pour permettre précisément le retour des personnes qui sont en infraction chez nous, qui n'ont pas le droit de rester chez nous. Tout ça est soumis, bien sûr, de droit d'appel à nos tribunaux plus élevés, et surtout un tribunal qui est spécialisé pour écouter les procès où les données de renseignement, les données secrètes sont en cours. Et comme ça, on peut traiter et juger devant les tribunaux les cas qui nécessitent la présentation de documents classifiés. Vous avez fait référence, Madame la Présidente, à un nouveau instrument dans notre législation récente, qui a certainement eu des échos dans les médias, ce que nous appelons un Temporary Exclusion Order, un mandat d'exclusion temporaire qui permet au ministre d'interdire le retour au territoire britannique d'un citoyen de nationalité britannique pour nous permettre de mettre en place un contrôle dès l'arrivée de cette personne. La référence dans la presse
de 2 ans, c'est mal compris en fait. C'est pas du tout l'intention de cette mesure de laisser quelqu'un pour 2 ans en dehors du Royaume-Uni, une personne de citoyen britannique. La durée de la mesure peut durer 2 ans, mais normalement, ce serait une question d'heures, quelques heures, pour permettre aux forces de l'ordre britanniques de s'organiser pour le retour de cette personne qui pourrait poser un danger à l'ordre public, mais ce serait très rapide. Et bien sûr, dès que cette personne-là est arrêtée et contrôlée, par exemple en France ou un autre pays voisin, nous allons nous préparer pour le recevoir dans les délais qui se mesurent en heures plutôt que plus long que ça. Et nous n'imaginons pas qu'il y aura beaucoup de cas non plus. Mais c'est une disposition qui permet d'être prêt à prendre le contrôle d'une personne qui arrive et dont nous avons raison de penser qu'il pose un risque à notre ordre public. Alors, c'était pas très bien compris, mais c'était ça l'idée que nous nous sommes mis, et c'est l'objectif de cette mesure. Alors, je ne prendrai pas beaucoup plus de temps maintenant. Je suis sûr que vous aurez des questions à nous tous à proposer. Mais, à notre avis, les instruments pour lutter contre ce menace doivent évoluer au même niveau, au même tempo, au même temps que la menace elle-même. Et ça s'applique surtout dans le domaine de l'Internet, où l'utilisation des réseaux sociaux, des réseaux numériques par les terroristes évolue très rapidement, et nous devons être en mesure de suivre ça et d'éviter qu'ils utilisent le web contre nous. Alors, les domaines que nous devons favoriser, prioriser, à notre avis, au niveau européen, c'est bien sûr le PNR, vous avez fait référence à ça. À notre avis, un PNR au niveau européen très important et qui doit permettre l'échange de données sur les vols intra-européens, qui est absolument essentiel. L'échange de données en temps réel entre les forces de l'ordre, les agences de sécurité, absolument essentiel aussi. Améliorer nos techniques de repérer les communications des terroristes cachées dans les réseaux sociaux, davantage de coopération des fournisseurs d'accès au web pour nous aider à supprimer les sites ou indiquer les communications suspectes entre terroristes. Tout ça, pour nous, fait l'objet des priorités que nous devons mettre en œuvre au niveau européen. J'espère que ça, au moins, déblaye un peu le terrain, Madame la Présidente. Oui, je vous remercie beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Excellence, je vais vous poser une ou deux petites questions complémentaires. Mais en attendant, je voulais saluer l'arrivée de Madame l'Ambassadeur Rigelsen du Danemark. Vous exprimez, Madame, toutes nos condoléances et aussi notre soutien, notre grande solidarité pour ce qui s'est passé à Copenhague la semaine dernière, et vous dire que nous sommes tous danois aujourd'hui, comme vous avez été Charlie il y a quelques mois, quelques semaines déjà, et que cette et français aussi, et que cette accélération de la violence et ce dérapage incontrôlé nous rend plus que jamais citoyens du monde. Nous sommes coptes, nous sommes Charlie, nous sommes aujourd'hui victimes d'un ennemi que nous ne contrôlons évidemment pas, et ce que nous faisons aujourd'hui n'est qu'une très modeste pierre, en tous les cas, pour montrer à ceux qui voudront bien le voir que nous sommes tous unis pour lutter contre ce terrorisme. Merci en tous les cas d'être venus. Monsieur l'ambassadeur, avant de passer à la séance de questions globales, j'ai juste deux petites précisions à vous demander. Vous avez parlé de prévention, terme que je n'avais pas utilisé parce que j'avais dit le tout répressif n'est pas suffisant. Moi, j'ai une question sur l'organisation de l'islam en Grande-Bretagne, qui évidemment est très différent de ce qui se passe en France. J'avais rencontré le procureur général à Londres et qui m'avait notamment expliqué
l'obligation des prêches en anglais en ce qui concernait le contrôle finalement des mosquées. Est-ce que vous pouvez nous parler très rapidement de cette organisation de l'islam et comment vous coopérez avec la communauté ou les communautés, hein, puisqu'on sait que l'Angleterre, de ce point de vue-là, est une mosaïque. Donc c'est vraiment très important parce que vous savez que récemment, le gouvernement français a développé un programme Stop Djihad sur un .gouv, ce qui évidemment peut poser aussi un certain nombre de difficultés de crédibilité. Est-ce que vous pourriez juste nous parler un tout petit moment de l'organisation de vos rapports avec les communautés musulmanes britanniques? Absolument, Madame la Présidente. Je ne suis pas un grand expert. Vous avez raison de signaler qu'il n'y a pas une communauté musulmane, ni chez nous, ni dans les autres pays. Parce que c'est pas structuré comme ça, c'est pas hiérarchisé. Alors, il y a toute une série d'organisations qui représentent des courants dans le monde musulman. Il y a bien sûr les imams dans les mosquées aussi. Depuis les attentats de 2005, nous avons développé toute une structure gouvernementale pour garder le contact avec ces gens-là, pour développer le dialogue, pour encourager, comme vous dites, les imams de s'informer, pour mieux lutter contre les distorsions de l'islam. C'est surtout le vrai en prison aussi. Et il y a un cellule de notre gouvernement qui agit beaucoup en ligne et en communication avec les organisations chez nous pour essayer de construire ce qu'on appelle un narrative qui est contre la radicalisation extrême. Alors, je ne dis pas que nous avons un moyen parfait. C'est pas par le moyen législatif, c'est plutôt par la coopération, la coordination volontaire avec les différents acteurs de la communauté musulmane. Je vous remercie beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas. On va aller... S'il vous plaît, Excellence. Voilà, choisis le bon bouton. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, chers collègues, c'est vrai qu'on a connu un début 2015 terrible, bien sûr, à Paris et ensuite à Copenhague. Il y a quelques jours, mais bien sûr, hélas, le fléau n'est pas nouveau. Notre collègue britannique a rappelé Londres et je suis sûr que mon collègue espagnol va rappeler ce qui s'est passé à Madrid. Ce qui prouve bien sûr la nécessité de parler de tout cela, de coordonner nos actions et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui avec grand plaisir pour vous expliquer un tout petit peu comment ça se passe aux Pays-Bas. Afin de renforcer la collaboration entre les différents services aux Pays-Bas, les services de renseignement et de sécurité nationale, mon pays a choisi en 2005 déjà de nommer un coordinateur national de la lutte contre le terrorisme. En 2011, la mission de ce coordinateur national et bien sûr son service ont été élargies avec la gestion de crise, avec la cybersécurité et la sécurité nationale, et ils sont sous la responsabilité du ministre de la Sécurité et de la Justice. Je dois toutefois souligner que le coordinateur opère de façon stratégique. Les opérations se font au niveau des divers services de police, bien sûr, de renseignement et de la gendarmerie. C'est au sein de ce service de coordination, qu'a été élaboré le programme d'action, ce qu'on appelle approche intégrée du djihadisme. Ce programme a été présenté à notre Parlement en août 2014 et pour ceux qui s'y intéressent, j'ai ici des copies en anglais. J'espère bien qu'on va faire aussi une traduction en français, bien sûr. Ce programme d'action, qui est un travail évolutif, comme d'ailleurs ça vaut pour tous les travaux qu'on fait dans ce genre, contient 38 mesures visant 3 choses. La protection de la démocratie et de l'état de droit, la lutte contre et l'affaiblissement du mouvement djihadiste aux Pays-Bas, et enlever le sol nourricier de la radicalisation. Et tous ces programmes d'action sont en fait axés autour de 5 groupes de dispositions. Le premier groupe, c'est de réduire les risques de combattants djihadistes.
Le deuxième thème, c'est intervenir en cas de départ pour le djihad. Le troisième, c'est la lutte contre la radicalisation. Le quatrième, c'est les réseaux sociaux. Et le cinquième, c'est l'échange d'informations et de coopération, un point que vous avez souligné vous-même, et j'y reviens un peu plus tard dans ma présentation. Alors, le premier point, réduire le risque des combattants djihadistes. Tous les actes terroristes et les préparations aux actes terroristes tombent sous le coup de la loi, comme décrit dans notre code pénal. Une enquête judiciaire est ouverte pour tout combattant djihadiste qui se joint à un groupement terroriste. La participation à une lutte terroriste ou le fait de suivre un entraînement terroriste est punissable. Une trentaine d'enquêtes judiciaires sont actuellement en cours, impliquant aux alentours d'une soixantaine de personnes. Les détenus soupçonnés de ou condamnés pour des actes terroristes sont placés dans des quartiers spécifiques à l'intérieur de la prison, appelés quartiers terroristes. Le code pénal néerlandais offre plusieurs possibilités de placer sous surveillance longue les combattants qui reviennent aux Pays-Bas. Et maintenant, et on a parlé déjà de cela dans la présentation de mon collègue britannique, aussi aux Pays-Bas, le gouvernement est actuellement en train de voir de quelle façon la loi sur la citoyenneté néerlandaise peut être étendue aux possibilités de retirer la citoyenneté néerlandaise dans le cas de délits terroristes. Cela ne vaut que pour les personnes ayant plusieurs nationalités. Il est à mentionner que la plupart des combattants ont à côté de leur nationalité néerlandaise une autre nationalité, souvent nord-européenne. Les combattants n'ayant pas de nationalité d'un pays membre de l'Union européenne seront déclarés non désirables et expulsables. Et il y a aussi les mesures administratives. Les combattants qui rejoignent un réseau djihadiste sont inscrits sur la liste nationale de terrorisme et tous leurs moyens financiers seront gelés, tout service financier sera refusé et tous ceux, aussi la famille et des amis, qui mettent de l'argent à leur disposition sont passables d'une peine. Une cinquantaine de personnes sont touchées par cette mesure actuellement. Deuxième thème, intervention en cas de départ pour le djihad. Lors d'une suspicion d'un départ pour le djihad, une enquête judiciaire est ouverte. Et si la suspicion se précise, la carte d'identité ou le passeport est déclaré expiré et l'entourage du combattant est mis au courant. 52 passeports ont été signalés comme appartenant à des combattants djihadistes. Et dans le cas d'un départ pour le djihad pressenti dans lequel le mineur est impliqué, des mesures de protection d'enfants sont prises. Troisième thème, c'est la lutte contre la radicalisation. La loi pénale néerlandaise ne connaît pas de délit d'apologie du terrorisme, mais par contre l'incitation à la haine en public est inscrite dans le code pénal. L'incitation à la haine envers des personnes du fait de leur race, leur religion ou conviction, sexe, orientation sexuelle, handicap est passible d'une peine pécuniaire ou une peine de prison. Le recrutement des personnes pour le djihad ainsi que l'incitation à la haine et l'appel à la violence dans un cadre extrémiste sont pénalement punissables. Ceux qui facilitent et propagent de la propagande djihadiste seront dérangés dans leurs activités, que ce soit sur Internet ou pas. L'approche est ici aussi bien pénale qu'administrative. Les facilitateurs reconnus seront inscrits sur la liste nationale de terrorisme. Les prêcheurs qui incitent à la haine et à la violence et qui proviennent des pays ayant l'obligation d'obtenir un visa avant d'entrer aux Pays-Bas se verront refuser ce visa. Il existe une coopération étroite avec les mosquées néerlandaises et les imams. La radicalisation dans les prisons. Là, nous avons décidé de placer des personnes soupçonnées ou condamnées pour des actes terroristes dans des quartiers spécifiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, les quartiers terroristes. Ces quartiers existent déjà depuis 2005 et ils offrent 13 places dont environ 85% sont occupées pour l'instant. Et bien sûr, un des objectifs de ces quartiers est d'aller à l'encontre du recrutement et de la radicalisation dans les établissements pénitentiaires. La sélection de détenus se fait sur la base des comptes rendus de la police, du ministère public et du service des établissements judiciaires. Et ils sont répartis dans 2 établissements pénitentiaires et sont largement équipés pour éviter toute activité terroriste. Un détenu qui est placé dans le quartier terroriste est soumis à un régime individuel.
C'est le directeur de l'établissement qui fixe dans quelle mesure le détenu peut participer à des activités individuelles ou communes. Ce faisant, il évalue sur la base d'une estimation de risque si le détenu peut avoir des contacts avec des co-détenus. Les contacts externes se font de façon restreinte et conformément aux lois en vigueur. Ces contacts externes sont d'ailleurs soumis à des contrôles stricts. En ce moment même, on explore les possibilités si le régime individuel peut avoir une forme encore plus sur mesure, ceci afin d'accompagner mieux le retour de ces détenus dans la société. Maintenant, quelques mots sur la prévention, un des éléments clés dans tout ce qu'on doit faire. Dans le cadre de la prévention, il existe au niveau local, dans les communes, des concertations multidisciplinaires régulières dans lesquelles prennent part les organisations communales et la police locale qui entretiennent de nombreux contacts avec d'une part les représentants formels des différents groupes religieux, de population et d'autre part les leaders informels. Ces contacts permettent de ressentir ce que les populations vivent et constituent un important indicateur quotidien. Un avantage non négligeable de cette approche est qu'il est relativement facile d'obtenir des informations venant de l'intérieur de ces communautés et de plus, elle permet d'exercer une influence certaine de façon indirecte ou directe, par exemple l'arrestation d'un imam qui tient des prêches incitantes à la haine. Le service de notre coordinateur met à disposition, c'est très important, des experts pour les communes qui sont classées prioritaires dans cette problématique. Ces communes reçoivent en plus une subvention pour la mise en place d'un réseau d'instances et de personnes clés, formelles et informelles, évidemment toujours avec l'objectif d'améliorer la signalisation précoce et de rendre la stratégie plus efficace. Des concertations régulières sur l'approche locale ont lieu, au niveau national bien sûr, sous la présidence du ministre de la Sécurité et de la Justice, avec le coordinateur, les services de renseignement et le ministre des Affaires sociales, le ministre de l'Intérieur et les maires de communes les plus touchés. Le programme d'action a fait également élargir le nombre d'intervenants dans les établissements scolaires et ça concerne la formation pour les enseignants et la mise à disposition de programmes éducatifs. Je voudrais souligner quelques points nationaux qui sont plus récents. On a créé un centre d'experts le 1er janvier, alors il y a quelques semaines, et ce centre d'experts se veut un support pratique pour les communes et les professionnels dans le signalement précoce et l'approche de la radicalisation. Deuxième point, on a créé une permanence nationale extrémisme. Les citoyens ainsi que les professionnels peuvent, de façon anonyme, signaler toute forme d'extrémisme. Les signalements sont transférés vers les instances qui les prennent ensuite en charge. Et troisième point, c'est un point de soutien national pour les familles va être favorisé. Il s'agira d'une organisation de réseau indépendante qui entretient les liens étroits avec d'autres organisations sociales, ce qui permettra de venir en aide aux familles dont un membre s'est radicalisé, est parti combattre ou qui en revient. Ce point soutien doit également pouvoir appuyer les communes. Alors, 3 points assez concrets qui ont vu le jour récemment. Par le biais des réseaux locaux et nationaux, on renforce le contre-discours et on s'efforce à consolider la résilience contre la radicalisation et les tensions dans la société. Ainsi, on organise dans les communes concernées des réunions d'information sur l'enrôlement et les dangers en ligne. Le gouvernement néerlandais favorise par tous les moyens le débat sociétal sur les valeurs de l'état de droit. 4e point dans cette approche, ce sont les réseaux sociaux. La lutte contre la propagation du contenu djihadiste, radicalisant et incitant à la haine, pour cela une équipe spécialisée de la police nationale néerlandaise lutte contre le contenu djihadiste. Cette équipe informe le ministère public des expressions punissables qui circulent sur Internet. De plus, on explore les possibilités de prendre des dispositions avec les opérateurs Internet pour pouvoir bloquer de façon efficace les contenus djihadistes. Les opérateurs Internet qui,
malgré des avertissements, compte tenu de faciliter les organisations djihadistes listées, seront poursuivies, soit selon la directive européenne, en lien avec le règlement de pénalisation néerlandais datant de 2002, soit selon une réglementation nationale qui doit encore être élaborée. Cinquième et dernier point, échange d'informations et la coopération. Au niveau local, le gouvernement soutient l'approche locale, comme je l'ai déjà expliqué il y a quelques minutes. Au niveau national, la coordination entre tous les services nationaux est renforcée. Une priorité est donnée à la détection des réseaux djihadistes et leurs facilitateurs par le suivi des flux financiers, ainsi que la détection des mouvements de voyage djihadistes. À cette fin, les services de renseignement, la police, la douane et autres services concernés doivent pouvoir consulter les données des compagnies aériennes. Au niveau international, bien sûr. Lors de son intervention devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Premier ministre a appelé à un respect strict des sanctions onusiennes concernant le terrorisme. Deuxième point, les Pays-Bas préconisent de restreindre les flux financiers terroristes dans un cadre européen. Troisième point, le mois dernier, nous avons participé, d'ailleurs comme la France, à une réunion à Londres sur les combattants étrangers. Et nous participons également à la réunion qui aura lieu demain, à partir de demain à Washington. Et finalement, Madame la Présidente, je me permets d'attirer votre attention sur une conférence au niveau ministériel sur le cyber qui aura lieu aux Pays-Bas le 16 et 17 avril. À La Haye, évidemment, le cyber-djihadisme est également à l'ordre du jour. Et ça, évidemment, ce n'est pas étonnant. J'en viens maintenant à la fin de ma présentation. Comme vous l'avez pu constater, nous nous efforcerons, comme beaucoup d'autres pays ici présents, de combattre le djihadisme le plus efficacement possible. Nous avons tous besoin les uns des autres, et aussi pour des raisons que je exposées aujourd'hui. Pour les détails de mes propos, je voudrais me référer au programme d'action que je vous ai montré. Bien sûr, je pourrais mettre à votre disposition toutes nos informations, tous les renseignements qu'on a qui seront utiles à rédiger votre rapport. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste une toute petite précision. Lorsque vous parlez de services financiers, vous voulez dire les allocations chômage, les allocations familiales, ce genre de choses? D'accord. Oui. Comme nos voisins belges, d'ailleurs. Oui. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je vais vous donner la parole, Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, à vous. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je souhaiterais vous remercier de votre invitation pour aborder avec vous, en ce moment crucial pour la sécurité de l'Europe et pour notre mode de vie, les mesures adoptées par mon pays sur la question qui nous occupe cet après-midi. Le terrorisme international d'origine djihadiste intègre de nouvelles formes d'agression qui se caractérisent par de nouveaux instruments de captation, de formation et d'endoctrinement dans la haine. L'objectif est de les utiliser de manière cruelle et aberrante contre tous ceux qui, selon leur idéologie extrémiste et violente, sont qualifiés d'ennemis à abattre. Ce terrorisme se caractérise pour la vocation d'expansion internationale à travers des leaders charismatiques qui diffusent leurs messages et consignes sur Internet et en particulier grâce à l'utilisation de réseaux sociaux. Leur message, d'une extrême cruauté, prétend provoquer la terreur parmi la population et il lance un appel à leurs adeptes du monde entier afin qu'ils commettent des attentats. Les destinataires de ces messages peuvent être des individus qui, une fois radicalisés et endoctrinés, tentent de perpétrer des attaques contre les objectifs signalés, notamment des attentats suicides. Non moins important est le phénomène de combattants terroristes déplacés qui décident de rejoindre les organisations terroristes internationales ou leurs filiales sur les scènes de l'un des conflits armés auxquels participent les djihadistes, particulièrement la Syrie et l'Irak. En ce moment, ce phénomène constitue l'une des plus grandes menaces pour la sécurité de toute la communauté internationale et de l'Union européenne en particulier. En effet, ces derniers se déplacent pour se former dans les maniements des armes, acquérir la capacité nécessaire et pour se mettre aux ordres des groupes terroristes.
Les attentats de Paris et de Copenhague et les détentions postérieures des terroristes djihadistes dans plusieurs pays de l'Union européenne illustrent la nécessité de maintenir de façon permanente la lutte contre le terrorisme dans l'agenda des priorités aussi bien au niveau interne qu'européen. La lutte contre le terrorisme exige un effort à long terme soutenu et en étroite coopération avec les partenaires européens et les pays tiers. L'Espagne, pays victime du terrorisme pendant 40 ans, est particulièrement bien placée pour prendre des initiatives dans ces combats qui aujourd'hui affectent tous les pays européens. Je ne voudrais pas manquer cette occasion pour remercier une fois de plus l'inestimable coopération des gouvernements successifs de la France dans la lutte contre le terrorisme des États, aujourd'hui heureusement anéanti. Dans ces moments historiques, nous sommes mieux dotés pour relever les défis pressants grâce à cette expérience de coopération conjointe. Cela exige la mise en œuvre de mesures concrètes et immédiates au niveau interne qui permettent de combattre l'émergence du phénomène objet de l'analyse de cette commission et requiert également la participation et la coopération au niveau international, en particulier au sein de l'ONU et d'autres institutions multilatérales. Dans les domaines européens, nous avons besoin d'une action commune renforcée qui compte avec les concours de tous les membres de l'UE, ainsi que leurs institutions et agences et des États tiers importants. Je vais procéder maintenant à faire une analyse globale des mesures adoptées au niveau européen et ensuite j'expliquerai les mesures adoptées au niveau interne espagnol. Niveau européen, la déclaration de Paris du 11 janvier dernier a une grande valeur dans la mesure où elle contient un ensemble détaillé de mesures adoptées dans la lutte contre le terrorisme, contre les combattants djihadistes, ceux qui reviennent et les loups solitaires. L'analyse de la menace est claire et les mesures et solutions sont identifiées. Désormais, il est nécessaire de procéder à l'application des mesures de façon effective et immédiate. En premier lieu, parmi les mesures adoptées de façon immédiate, l'Espagne considère qu'il est de la plus haute importance de compter avec un PNR, Registre national des passagers, et PNR européen. Il semble que le Parlement européen se soit montré plus souple à cet égard suite aux attentats de Paris, en vue de l'adoption de cette importante mesure vers la fin de l'année en cours. Nous soutenons également la modification législative du Code frontière Schengen pour permettre un contrôle systématique aux frontières extérieures des personnes qui jouissent du droit à la liberté de circulation dans les bases de données, y compris les SIS et d'autres systèmes, sans que cela n'affecte les flux au franchissement des frontières. Par ailleurs, l'Espagne apporte son soutien aux propositions soumises par la présidence de l'UE en vue d'intensifier la lutte contre les trafics illicites d'armes de feu. L'Espagne dirige les plans opérationnels qui traitent de cette question dans le cycle politique de l'UE contre la criminalité organisée et grave. Cette question revêt un intérêt prioritaire pour l'Espagne. De ce fait, elle s'engage à œuvrer intensément avant de contribuer à mettre en marche des mesures coordonnées et efficaces. Actuellement, cette action compte avec la participation de 13 États membres et je profite de mon intervention pour lancer un appel à d'autres États afin qu'ils nous rejoignent. L'Espagne recherche également une homogénéisation de niveau d'alerte terroriste dans l'Union européenne. Le but de cette mesure est de produire les effets suivants. Lancer à nos citoyens un message clair et cohérent de coordination au sein de l'UE. Faire savoir aux terroristes notre disposition conjointe pour les combattre. Apporter une valeur ajoutée aux organismes nationaux compétents afin d'évaluer la menace terroriste et de faciliter ainsi l'adoption de mesures pour la contrecarrer. Nous partageons les mêmes avis en ce qui concerne l'importance du rôle d'Europol dans la lutte contre les contenus terroristes sur le net. Nous sommes aussi conscients de la nécessité de maximiser et de renforcer ses capacités comme point de référence. Enfin, dans les domaines d'Internet,
il est nécessaire de trouver des solutions communes et de freiner la radicalisation et l'utilisation abusive d'Internet à des fins terroristes. L'Espagne considère très positive la poursuite de l'initiative impulsée par la Commission de réunir dans un forum commun les États membres, les institutions et les représentants du secteur de l'industrie d'Internet. Des initiatives comme le projet Check the Web comptent avec notre participation et soutien. L'Espagne appuie aussi tous et chacun des projets entrepris dans la lutte contre la radicalisation, comme les projets SSCAT, équipe consultative de communication stratégique sur la Syrie, selon ce sigle en anglais. En définitive, face aux attentats et à la menace terroriste, nous devons réagir avec des solutions effectives. Je suis persuadé que la mesure de l'action politique est l'immédiateté et l'efficacité des solutions apportées. C'est à ces barèmes que nous mesurons nos opinions publiques et nos pays amis. Dans cette perspective, l'Espagne demandera à la présidence tournante de l'UE que lors de la prochaine réunion du Conseil JAI, Justice et Affaires intérieures, de 12 et 13 mars, un point soit inclus dans l'agenda concernant la révision de l'application de ces mesures et que les coordinateurs antiterroristes présentent une actualisation de l'avancée et de la mise en œuvre des actions approuvées. Je vais me référer aussi brièvement au niveau espagnol. L'expérience de la lutte contre le terrorisme en Espagne nous a permis de compter avec une législation pénale efficace pour répondre au terrorisme de bandes organisées, comme ils ont été l'ETA ou les crapauds, des groupes terroristes dirigés par un ou plusieurs leaders avec une structure organique claire, une répartition des rôles à l'intérieur de l'organisation et une hiérarchie définie et assumée par les individus intégrant les groupes terroristes. La réponse pénale au terrorisme s'articulait de ce fait dans la sanction de ceux qui appartenaient et agissaient aux services et collaboraient avec les organisations et groupes terroristes. L'axe du traitement pénal du terrorisme était donc de définir l'organisation ou les groupes terroristes, identifier les actions commises par ceux qui les intégraient ou, d'une certaine manière, apporter leur collaboration. Le code pénal ne doit en aucun cas perdre de vue cette identification des conduites articulées autour des organisations ou groupes terroristes. Mais il est évident que les nouvelles menaces exigent l'actualisation de la réglementation et de tenir compte du phénomène du terrorisme individuel et des actions qui constituent la principale préoccupation de la communauté internationale actuellement. La lutte contre le terrorisme est en Espagne une affaire d'État qui dépasse les divisions politiques entre les deux principaux partis du gouvernement. Dans la ligne de l'accord pour les libertés et contre le terrorisme signé par le président, il y a quelques années, par le président Aznar et les leaders de l'opposition à l'époque, M. Zapatero, à l'an 2000, les présidents du gouvernement d'Espagne, Mariano Rajoy, et les leaders de l'opposition, le secrétaire général du Parti socialiste, M. Sánchez, ont signé, le 14 janvier de cette année, un pacte d'État contre le djihadisme. Son objectif est d'adopter une loi organique par la voie d'urgence qui introduise les modifications nécessaires au code pénal pour pouvoir faire face aux nouvelles modalités du terrorisme qui incluent des actions telles que celles du loup solitaire, les combattants de retour, la formation passive et l'autoradicalisation par le net. En plus d'être nécessaire pour doter l'État des instruments juridiques requis par le succès de cette lutte, les mesures législatives en cours répondent aussi aux exigences de la résolution 2178 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 24 septembre 2014. Les actions terroristes auxquelles se réfère en détail la résolution 2178 constituent les principaux facteurs de nouvelles menaces que le terrorisme international pose aux sociétés ouvertes, menaces qui prétendent mettre en péril les piliers de l'État de droit et la cohabitation démocratique. Parallèlement, en Espagne, des mesures ont été prises pour éviter la sortie des combattants djihadistes et pour neutraliser la menace de ceux qui reviennent, aussi bien que sur le plan législatif, préventif qu'opérationnel.
Dans les domaines législatifs, les ministres de l'Intérieur et de la Justice travaillent depuis longtemps sur les nécessaires réformes législatives pour affronter les phénomènes des combattants djihadistes, un phénomène terroriste différent de celui qui traditionnellement a sévi notre pays et qui requiert l'adaptation de la réglementation à ces formes spécifiques d'agissement. Dans les domaines de la prévention, au mois de mars 2012, a été adoptée la stratégie intégrale contre le terrorisme international et la radicalisation. Elle comprend 4 plans, parmi lesquels il convient de souligner le plan stratégique national de la lutte contre la radicalisation violente, qui sera approuvé prochainement par le Conseil des ministres. Ces derniers définit pour l'Espagne un système intégral d'action qui permet l'observation, l'évaluation et le traitement de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans leur ensemble avec une approche multidisciplinaire. Sur le plan opérationnel, des mesures ont été prises moyennant un plus grand contrôle des types de délits qui apportent des indices sur des futures actions terroristes comme les activités de prosélytisme, les financements, la provocation ou l'apologie du terrorisme. Les contrôles et la surveillance des combattants de retour et des possibles candidats à se déplacer dans les zones de conflit. La surveillance dans les prisons, les contrôles des centres où pourrait se produire la radicalisation, les enquêtes sur Internet, les opérations de police contre les réseaux de recrutement et les détentions des combattants et de ceux qui reviennent. Dans les domaines juridico-légaux, le ministère de l'Intérieur, à travers un groupe de travail législatif et dans la ligne des initiatives entreprises dans des pays voisins comme le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne ou la Belgique, étudie depuis 2 ans la possibilité d'introduire des réformes de réglementation en la matière. En termes généraux, ces éventuelles mesures affecteraient plusieurs réglementations comme le code pénal, le code de procédure pénale, la loi sur les étrangers, le code civil et d'autres lois, et concernent principalement des questions telles que la formation passive, l'autoradicalisation, loup solitaire, l'incitation à commettre et l'apologie des actes terroristes grâce aux nouvelles technologies et les combattants de retour, non-exécution d'une interdiction de sortie ou d'entrée sur le territoire national. Les principaux éléments de ces amendements sont longs à raconter. Moi, je crois que je vais m'arrêter ici parce que j'ai déjà consommé un beau bout du temps et évidemment, je me tiens à votre disposition, Madame la Présidente, pour les questions qui soient pertinentes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Je ne doute pas qu'il y ait ensuite beaucoup de questions. Je vais passer la parole à Madame l'Ambassadeur du Danemark. Madame, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, sénateur distingué, chers collègues. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette table ronde aujourd'hui. Je suis très, très sensible à cette invitation. Permettez-moi, Madame la Présidente, de tenir un discours peut-être un peu atypique. Nous vivons des journées atypiques. Je voudrais d'abord exprimer ma profonde reconnaissance et mon émotion face à la solidarité de la France envers le Danemark suite aux attentats terroristes de ce week-end. Merci, merci beaucoup. L'ambassadeur de France au Danemark, M. François Simret, présent au centre culturel où la première fusillade a eu lieu, a incarné le symbole du très fort basculement de la société danoise que ces lâches attentats ont causé. Arrivé simplement à vélo à la danoise, il est ensuite évacué en véhicule blindé. Le message de votre ambassadeur magnifique, pour nous les Danois, est clair: restez sur vos vélos. En d'autres termes, conservez votre société ouverte et démocratique. Il est maintenant l'heure de s'unir au Danemark. Il n'y a pas de doute que les jours à venir seront difficiles. Nous devons maintenant essayer de comprendre ce qui nous est arrivé,
La police travaille toujours intensivement pour faire avancer l'enquête, mais il est très important que nous nous efforcions de continuer à vivre comme nous l'avons toujours fait. Nous les savions déjà, mais nous avons maintenant la réelle preuve que nous aussi, nous avons de nombreux ressortissants qui sont tentés par la cause du djihadisme au Danemark. Et les terroristes doivent naturellement être punis. C'est très clair. Mais il y a aussi ceux que l'on peut peut-être encore sauver des griffes de l'extrémisme. Le gouvernement danois veut tendre la main à ceux qui s'engagent sur le mauvais chemin. Nous devons leur offrir le moyen de revenir au sein de notre société. Comme vous l'avez pu le lire dans la presse française, il y a quelques semaines, la ville danoise d'Aarhus a depuis 2007 lancé un dispositif pionnier dans la prévention de la radicalisation connu sous le nom de modèle Aarhus. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un remède miracle, mais simplement d'un modèle qui a réussi dans cette ville danoise de 300 000 habitants. Nous nous inspirons et apprenons continuellement des expériences des autres pays aussi pressants dans notre lutte contre le terrorisme au Danemark. Madame la Présidente, cependant, en tant que Danois, il faut se poser une question, la question du paradoxe. Un pays comme le Danemark, qui dispose d'une politique d'intégration ambitieuse, pionnière, une politique de répression tout à fait efficace, une économie en règle, avec par exemple un taux de chômage très bas, y compris parmi les jeunes, ce pays rencontre malgré cela une crise causée par les caricatures en 2005. Ce pays connaît malgré cela le troisième nombre le plus élevé des ressortissants allant combattre proportionnellement à sa population, foreign fighters. Ce pays est malgré cela la cible des sanglants attentats, comme nous venons d'en faire l'expérience. Pourquoi ? Bien entendu, c'est une question que nous nous posons tous et depuis quelque temps et qui nous revient encore et encore. Il n'existe pas de réponses formelles, même officielles, mais j'aimerais vous décrire, à titre tout à fait personnel, mon pays dans sa structure de base. Car dans cette description se trouvent peut-être des éléments de réponse. Permettez-moi de porter votre attention sur deux points en particulier, le libéral et l'implicite. Le Danemark est un pays extrêmement libéral, pas dans le sens de l'orientation politique. Même les sociodémocrates sont libéraux chez nous, mais en tant que philosophie de la vie. Notre constitution s'apparente plus à un texte poétique que juridique. Comparé à la plupart des autres pays, notre législation est minime. Et quand nous légiférons, ce n'est délibérément jamais dans le détail, mais plutôt des grandes lignes d'orientation, sauf bien sûr lorsqu'il s'agit de législation de l'Union européenne. Mes excuses. Au Danemark, quasiment tout est permis. Au Danemark, on a le droit d'être nazi, fondamentaliste, fou. Pourquoi ? Parce que notre expérience nous a jusqu'ici montré que le pouvoir de l'argument est le seul qui puisse convaincre. Et seulement en convainquant dans un débat libre
Et chez nous, c'est un débat très, très libre, même quelquefois rude. Vous avez tout peut-être regardé Borgen, c'est du Shakespeare, c'est du Macbeth chez nous au Danemark. Mais seul dans un débat libre que les gens, par eux-mêmes, vont choisir le Danemark. Nous avons deux expressions qui résument cette mode de vie, tous deux formulés par un des pères de notre Constitution, un prêtre et poète. Il s'appelle Frederik Grundtvig, en danois. Frihed for Loke, såvel som for Thor. Ça veut dire liberté à Loke, autant qu'à Thor, deux divinités nordiques symbolisant le mal et le bien. Le mal a tout autant que le bien le droit d'exister. Le deuxième est Menneske først, kristen dernæst, humain d'abord, chrétien ensuite. C'est ainsi que la version danoise du christianisme devient l'humanisme. Le second trait de caractère est plus difficile à décrire. La culture danoise est implicite. Tout comme notre législation ne réglemente pas le détail, les règles du jeu communes parmi nous, Danois, ne sont non plus explicitées où que ce soit. La façon dont nous nous comportons les uns vers les autres, nous l'apprenons au sein de la famille. Et dès le plus jeune âge, en garderie, c'est très jeune, c'est à partir de 6 mois, crèche ou maternelle, et jusqu'à l'école. Nous l'apprenons à travers le jeu. L'âge moyen d'entrer à l'école des enfants danois est de 7 ans pour les filles, ou à 8 ans pour les garçons, ils sont un peu plus tardives. Nous l'apprenons de plus à travers une éducation où les compétences sociales occupent la place centrale. Non pas qui est le meilleur élève, mais qui est le meilleur camarade. Les écoliers travaillent en groupe, les doués et les faibles côte à côte. L'idée des compétitions avec les notes n'apparaît que bien plus tard, autour des 16 ans, car arrivé à cet âge, on sait comment se comporter et cette connaissance est transmise à travers l'osmose. Venant de l'extérieur, notre vie peut non seulement paraître très exotique, mais aussi très, très difficile à décoder. Un exemple, pourquoi nous tutoyons-nous au Danemark et nous appelons-nous tous par notre prénom, même avec Sa Majesté la Reine, Margrethe, tout en étant extrêmement pudique vis-à-vis de notre vie privée. Paradoxe. Ou encore, pourquoi avons-nous l'un des taux de productivité les plus élevés au monde, mais ne travaillons quasiment jamais, ça veut dire la journée de travail s'arrêtant typiquement à 16 heures ou 17 heures au plus tard. Comment réussir dans la société danoise si les règles sont si secrètes? Je pense que la prochaine exposition du musée du Quai Branly devrait être sur les Danois, la nation secrète. Nous ne devons pas nous refaire, loin de là, mais peut-être simplement comprendre à quel point nous sommes exotiques. Merci de m'avoir accordé la parole. Et si vous voulez savoir plus de détails sur le modèle d'Aarhus, je suis préparée aussi. Merci. Madame l'ambassadeur, je crois que plus que jamais, on a envie d'être danois après vous avoir, entendu. Il y aura, je pense, une série de questions, évidemment. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur le consul d'Allemagne. Monsieur, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, à mon tour, je vous présente maintenant en bref les législations antiterroristes qui existent actuellement en Allemagne, y inclut des projets de loi et d'autres champs d'action dans la lutte contre le terrorisme.
Je commence avec le droit pénal matériel. Les règles pénales prescrites dans le code pénal sont un pilier important de la lutte contre le terrorisme. Il prévoit que certains actes préparatoires en vue d'actes de violence constituant une menace grave pour la sécurité nationale peuvent faire l'objet d'une sanction pénale. Aussi, la formation, l'appartenance ou le soutien à des organisations terroristes nationales ou étrangères sont également passibles de peine. Un article du Code pénal vise principalement à définir le caractère répréhensible du séjour dans un camp d'entraînement terroriste. Il précise que des actes au stade préparatoire, notamment la détention et l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs ou d'autres substances dangereuses, de même que le fait de former ou d'être formé à l'utilisation de ces objets ou substances, ainsi que leur fabrication, acquisition ou détention, sont aussi passibles de peine. La même chose vaut pour réunir, réceptionner ou fournir des fonds dans ce contexte. Selon un autre article du Code pénal, c'est 89b si vous voulez, il est en outre interdit de nouer des relations avec une organisation terroriste dont l'intention d'être formée à l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs ou de substances dangereuses. Et un autre article en plus, finalement, interdit la diffusion, par exemple par Internet, d'informations telles que des modes d'emploi pour fabriquer des explosifs et autres engins. D'après d'autres articles du Code pénal, il est défendu ont pour objet, disons, de protéger contre les organisations terroristes particulièrement dangereuses. Créer une telle organisation, en être membre, la soutenir, recruter des membres ou des sympathisants constitue des éléments matériels d'infraction. Et l'article 129b du Code pénal précise que cela vaut aussi pour les organisations situées hors du territoire fédéral. D'autres règles du Code pénal, je ne veux pas les énumérer tous, mais quand même, quelques-uns aussi doivent être pris en compte dans les affaires liées au terrorisme, comme par exemple l'incitation à la haine raciale, apologie de la violence, propos outrageants pour une communauté religieuse ou de pensée, ou aussi l'interdiction de blanchiment d'argent. À part ça, il y a aussi un projet de loi dans le cadre de la transposition de la résolution 2178 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Allemagne s'apprête à rendre passibles de sanctions les personnes souhaitant quitter son territoire afin de participer à des actes violents, graves, à l'étranger ou d'être formés dans ce but. Le projet de loi adopté par le gouvernement fédéral le 4 février 2015, donc tout récemment, prévoit pour ce faire l'ajout à l'article 89A d'un autre acte préparatoire en vue d'un acte de violence constituant une menace grave pour la sécurité nationale, à savoir le fait de voyager avec une intention terroriste. Cette loi prévoit en outre que le financement du terrorisme, même par de petites sommes, devienne un nouvel élément constitutif d'infraction répréhensible. Donc ce projet de loi garantit que toutes les formes de financement du terrorisme seront désormais sanctionnées de manière homogène. Parallèlement aux dispositions de droit pénal matériel, le droit allemand de procédure pénale fixe une multitude de règles juridiques visant à lutter contre le terrorisme
Sont particulièrement intéressantes à cet égard les méthodes suivantes, la recherche policière par recoupement, la surveillance des télécommunications, le recours à des agents d'infiltration, le fichage, c'est-à-dire l'enregistrement des données de contrôle aux frontières et observation pendant une durée supérieure à 24 heures. Je passe brièvement à la législation relative à la police et au maintien de l'ordre. En Allemagne, la défense policière contre les menaces terroristes incombe aux autorités de police des Länder ou, dans certains cas, à l'Office fédéral de police criminelle. Pour des questions spécifiques, par exemple la sûreté aérienne, elle relève de la police fédérale. La loi relative à l'Office fédéral de police criminelle et à la coopération entre la Fédération et les Länder en matière de police criminelle définit des compétences spécifiques à la défense face aux menaces que fait peser le terrorisme international. Je passe brièvement à la loi sur les passeports et aussi la loi sur les cartes d'identité. Il est clair que les compatriotes étrangers doivent être concrètement empêchés de quitter le pays. Selon la loi sur les passeports, un ressortissant allemand peut se voir interdire la sortie du territoire en cas de menace pour la sécurité nationale ou encore pour protéger d'autres intérêts fondamentaux de la République fédérale. Cela se traduit alors par le retrait du passeport. Toute personne quittant le territoire national malgré le retrait de son passeport est passible de sanctions fixées par la loi sur les passeports. Une disposition de la loi sur les cartes d'identité autorise également les autorités compétentes à ordonner que, dans des cas particuliers, la carte d'identité ne puisse pas être utilisée pour quitter le territoire allemand. Un projet de loi amendant la loi sur les cartes d'identité en vue d'introduire un document tenant lieu de carte d'identité ainsi que la loi sur les passeports a été approuvé par le gouvernement fédéral en janvier cette année en créant une nouvelle disposition justifiant le refus et le retrait de la carte d'identité. Il vise à empêcher les personnes suspectées d'être des terroristes extrémistes d'effectuer des déplacements qui représenteraient une menace pour la protection de l'État. Ainsi, à l'instar du passeport, la délivrance d'une carte d'identité pourra désormais être refusée ou la carte être retirée. Et afin de permettre un contrôle efficace des interdictions de sortie du territoire, la personne concernée se verra délivrer un document tenant lieu de carte d'identité. Elle ne sera ainsi plus autorisée à quitter l'Allemagne. Ensuite, il y a des dispositions prévues par la loi relative au séjour des étrangers en Allemagne. L'article 54 de la loi relative au séjour des étrangers en Allemagne prévoit l'expulsion des citoyens étrangers, y compris de l'Union européenne, soutenant, appartenant ou ayant appartenu à une organisation terroriste, ainsi que ceux ayant commis des actions terroristes au terme du code pénal. Selon cette même loi, un étranger peut se voir interdire la sortie sur le territoire allemand. Un mot sur l'interdiction de créer des associations. Au terme de la loi des associations, le ministre fédéral de l'Intérieur a prononcé une interdiction d'activité visant plus particulièrement l'État islamique. Toute forme de soutien à l'État islamique est donc désormais interdite et passible de sanctions pénales. Finalement, une brève vue sur d'autres champs d'action dans la lutte contre le terrorisme. Créé en 2004, le Centre commun pour la lutte antiterroriste fait office de bureau de coordination entre les autorités de sécurité de l'État fédéral et celles des Länder et a pour vocation
d'accroître l'efficacité de la répression du terrorisme islamiste. L'Office fédéral pour la protection de la Constitution, le Service fédéral de renseignement, l'Office fédéral de police criminelle, la police fédérale, le service de sécurité militaire, l'Office criminel des douanes, le parquet fédéral, l'Office fédéral d'immigration et des réfugiés, ainsi que 16 offices régionaux pour la protection de la Constitution travaillent en étroite collaboration au sein de ce centre créé spécialement à cette fin à Berlin. Deuxième volet, les fichiers antiterroristes. Les fichiers informatiques communs aux services de police et aux services de renseignement en Allemagne sont restreints à des domaines concernant des phénomènes bien précis et ont un contenu strictement limité. Des fichiers antiterroristes ont été instaurés pour le terrorisme international en 2007. 38 autorités de sécurité de l'État fédéral et des Länder coopèrent par cet instrument. Ces fichiers permettent de voir, dans un premier temps, à propos de quels individus, organisations, etc., en lien avec le terrorisme international, les autres organismes disposent déjà d'informations. Des informations détaillées peuvent ensuite être obtenues sur la demande directement via le fichier et ou être échangées par d'autres voies en application des dispositions légales en vigueur concernant la transmission de renseignements. Dernier volet, l'Internet sert de plus en plus de plateforme de propagande et de laboratoire d'idées aux islamistes, ainsi que de moyens de communication pour les réseaux terroristes islamistes. Le centre Internet commun a été créé aussi en 2007 à Berlin en réponse à cette réalité. Les représentants des autorités de sécurité associées dans ce projet ont pour mission de surveiller, exploiter et analyser les publications à contenu islamiste ou djihadiste sur Internet afin d'identifier le plus tôt possible les structures et activités extrémistes et terroristes en ligne et pour développer des contre-mesures. Je vous remercie de votre attention et c'était un discours tout à fait différent à celui qu'on avait avant, plutôt technocrate. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. Alors, écoutez, pour l'organisation de nos débats, Excellence, si vous le permettez, nous allons poser toutes les questions en même temps, et comme ça, chacun d'entre vous pourra donner soit une réponse collective, soit une réponse individuelle, mais ce sera plus simple. Il nous reste un peu plus d'une demi-heure, donc on va quand même avoir le temps de débattre, et ce ne sont pas les questions qui manquent, même si dans chacun de vos programmes, il y a des points évidents de convergence. Il n'en demeure pas moins que l'absence d'Europe et de coopération semble quand même relativement importante. Bon, évidemment, nous n'avons pas abordé le problème du renseignement, mais nous sommes partis les uns et les autres de différentes assemblées parlementaires. Je vois notre collègue Jacques Legendre, qui est rapporteur à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, d'un rapport sur le terrorisme, même à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, j'ai aussi un rapport sur le financement du terrorisme. Nous avons quand même des assemblées qui essayent de travailler et nous avons néanmoins des législations très différentes pour beaucoup de raisons. Donc moi, ma première question, enfin ma question va être la question de la surveillance des réseaux financiers. Les petits et les grands, quels moyens avez-vous mis en place ou allez-vous mettre en place pour contrôler les flux financiers, qui ne sont pas forcément des flux importants, mais qui peuvent être des flux modestes, comme des crédits à la consommation, par exemple, étant entendu que Western Union, FedEx et tout ce genre de système d'argent dématérialisé constituent aussi des éléments qui permettent de sous-tendre une activité. Là encore, ce ne sont pas des sommes importantes, ce sont des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et je vais passer la parole au rapporteur. Merci Madame la Présidente. Je vais aussi être succinct. Je voulais vous dire, Madame et Messieurs les ambassadeurs, combien j'ai été touché par tout ce que vous avez dit et combien j'ai pu remarquer quand même beaucoup de convergence dans les préoccupations et les mesures qui sont mises en œuvre dans les différents pays.
Madame l'ambassadrice du Danemark, comment ne pas aimer le plaidoyer que vous avez fait magnifique pour la liberté? Et comment ne pas penser que nous aimons tous tellement cette liberté qu'il nous faut prendre des mesures pour sauvegarder la liberté contre ceux qui n'aiment pas la liberté et qui n'aiment même pas, la liberté de vivre d'autrui. Et à cet égard, c'est vrai, c'est le paradoxe finalement, les démocraties sont faibles par rapport aux terroristes, parce que nous savons bien que la plus grande victoire des terroristes serait de nous faire abandonner nos principes démocratiques, notre liberté, etc. En même temps, nous devons nous protéger. Alors, mes questions sont les suivantes. Je crois, comme Madame la Présidente, qu'il y a tellement de convergence qu'il faut certainement plus d'Europe. Premièrement, je crois que, est-ce que vous êtes tous d'accord sur la nécessité absolue que l'on ait le PNR, c'est-à-dire que l'on puisse avoir vraiment un dispositif qui permette de contrôler les flux aériens. Deuxièmement, par rapport à la déradicalisation, c'est-à-dire que tout le monde dit il y a des discours radicaux, il faut lutter contre ces discours. Que faire? C'est pas si simple quand quelqu'un a des choses dans la tête d'arriver à ce qu'il pense autrement. Donc, concrètement, comment voyez-vous cela très précisément? On a parlé de l'école, on a parlé du contrôle des imams, des mosquées. En même temps, bien entendu, nous ne pouvons pas suspecter quelqu'un parce qu'il est musulman. Heureusement, l'immense majorité des musulmans condamnent le terrorisme. Mais comment faire pour lutter contre cette radicalisation par un discours ou par persuader que c'est la mauvaise voie? Et enfin, ma dernière question sera sur l'Internet. Finalement, tout le monde tous les États sont amenés à prendre des mesures sur l'Internet. Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni, vous avez dit « nous dialoguons avec les responsables, ceux qui ont des accès ». Hein, les majors, bon. Mais en même temps, nous prenons des mesures d'interdiction. En France, on a pris une mesure d'interdiction par rapport à certains sites, à certains messages, xénophobes, racistes, apologie du terrorisme, etc. Est-ce qu'il vous paraît possible d'aller vers des règles européennes en cette matière? Parce que moi, il y a une chose que je n'accepterai jamais, je l'ai déjà dit 100 fois, mais je le dis pour la 101e fois, en m'excusant devant mes collègues, c'est que Internet soit un espace de non-droit. Il y a des lois dans tous les pays. Et on ne peut pas dire, dans nos pays, il y a des lois, elles marchent, sauf sur Internet où ça ne marche pas. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer des règles européennes par rapport à Internet, parce que le problème est mondial. Et bien entendu, même s'il y a une règle européenne, peut-être qu'il y aura un site dans une île exotique où on violera la règle européenne. Mais si l'Europe se met d'accord sur des règles, peut-être qu'on pourra parler au monde, à l'ONU, etc., qu'on sera fort pour que Internet ne soit pas un espace de non-droit. Voilà mes questions. Bien. J'ai 3 demandes de parole. Madame Gisèle Jourda. Il y a un micro. Tu appuies. Le rouge. Voilà. Voilà. Tout d'abord, donc exprimer donc l'émotion que j'ai eue en entendant donc les prises de parole de tous nos ambassadeurs présents dans cette salle, parce que on a senti battre le cœur de l'Europe. Cette Europe qu'on a tendance à décrier bien souvent et à rendre responsable de tous les maux. On a vu, comme l'a dit Madame la Présidente, cette convergence des dispositifs mis en œuvre dans chaque pays pour justement lutter contre le terrorisme et pour faire que cette liberté de vivre sur un sol soit préservée. Et c'est ce que nous devons de faire.
Donc, après l'Europe économique, va venir cette Europe donc politique. Malheureusement, elle va être davantage perceptible par rapport aux douleurs que nous avons vécues début janvier et que nos amis donc danois viennent de vivre, avec des expressions différentes, mais toujours très violentes. Donc à cette violence, aujourd'hui, il nous faut répondre. Et certes, cette Europe doit être en capacité d'apporter les dispositifs pour enrayer donc cet état de fait, que je ne qualifierai ni de bien ni de mal, mais que je qualifierai simplement de maladie à exterminer, tout simplement, puisque nous ne pouvons pas donc voir ce fléau se répandre dans tous nos pays donc d'Europe et même sur le plan international. Alors moi j'ai été très intéressée, notamment par tout ce qui touche la mise en place du PNR, bien sûr, et surtout à se dire que nous pouvions peut-être prendre donc cette fois-ci la voie d'une harmonisation des dispositifs et ne pas être frileux sur ce qui peut faire l'identité des uns et des autres, puisque je crois que l'identité européenne doit surpasser cela. Et j'ai entendu dans les propos donc de monsieur l'ambassadeur donc de Grande-Bretagne qu'il y avait dans les dispositifs mis en place la nomination d'un coordinateur national par rapport au terrorisme. Ce sont des méthodes qu'on peut peut-être voir se généraliser de manière donc à pouvoir être efficace et ne pas chacun dans son pays tenter d'inventer l'eau chaude alors qu'il y a des dispositifs qui sont en capacité de pouvoir répondre à certaines questions. J'achèverai sur l'ouverture, la modification de Schengen. Je crois que c'est quelque chose qui s'impose à nous, de voir comment justement on peut, dans la conjoncture actuelle, pour justement répondre à la menace, n'hésitons pas à modifier peut-être quelque chose qui nous paraissait être quelque chose de porteur il y a quelques années en arrière. Après, nous serons toujours à temps de rectifier le tir lorsque la paix aura regagné donc notre sphère européenne et que nous aurons vu ce fléau endigué. En tout cas, je le souhaite. Merci beaucoup pour votre intervention. Ça justifie tout à fait la demande que nous avions faite d'ouvrir cette audition aux parlementaires qui ne font pas partie de la commission d'enquête. Et merci en tous les cas de l'attention que vous avez portée à notre commission. J'ai une autre demande de parole de Michel Forissier. Merci Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour remercier Mesdames et Messieurs les ambassadeurs pour la clarté de leurs propos. Et puis, on va dire, je suis rassuré par le réflexe des démocraties par rapport à une atteinte du terrorisme, du djihadisme en particulier, qui veut bien entendu s'attaquer au concept même de la démocratie. Et je souscris parfaitement à propos également que vous avez émis, ainsi que ceux de notre rapporteur. Moi, je m'exprime en tant que sénateur, membre de la commission d'enquête, et puis également maire et élu de l'agglomération lyonnaise, la métropole lyonnaise, qui connaît des problèmes, on va dire, où certains élus veulent expliquer la montée du djihadisme par des problèmes de crise et de manque de travail ou de cohésion sociale, et on se rend compte qu'au Danemark, c'est pas la même problématique du tout. Donc je crois que le phénomène, il faut le chercher vraiment dans ses sources. Et moi aussi, qui suis un Européen convaincu, je pense que la réponse de chaque État ne sera pas suffisante si on n'est pas capable de mettre en place une réponse européenne avec une coordination européenne et des échanges de renseignements systématiques de nos différentes coordinations nationales, puisqu'il y en a maintenant, je pense, dans tous les pays européens qui sont touchés par ce phénomène. Et comme pensez-vous, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, qu'on peut y aller jusque-là, bien qu'évidemment, pour moi, ça nécessite de faire une avancée politique européenne. C'est peut-être l'occasion justement de ne pas revenir sur notre espace de liberté européen, à la fois d'échange, de libre circulation des hommes et des produits, on va dire pour simplifier, on ne va pas rentrer dans le détail, on connaît tous ces textes et ces références par cœur,
et on n'a pas le temps de refaire ce débat, mais est-ce que ce n'est pas justement l'occasion d'assujettir cet espace de liberté à un espace de protection? Je ne parle pas même de répression, parce que je considère que ceux qui tombent dans le système du djihadisme sont aussi les premières victimes. Donc je crois que, est-ce que c'est possible, à votre avis, de faire à cette occasion d'un traumatisme international fort, est-ce que c'est pas l'occasion ou jamais de faire une nouvelle avancée vers la construction européenne? Je vous remercie. Alain Gournac pour terminer. Je voudrais effectivement dire que j'étais très satisfait d'entendre les représentants des pays amis de la France, parce que le problème, il ne nous est pas réservé. Nous venons de voir dans un pays que je connais bien, qui est le pays que vous représentez, madame, et je pense qu'il y a des idées, et que ces idées, nous pouvons les échanger. Hein, alors, il y a des spécificités, mais il y a des idées qui sont, en général, tout à fait intéressantes, parce que nous allons avoir des propositions à faire. Le final de notre travail. Alors, ma première question va vers monsieur l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Vous nous avez dit, oui, monsieur l'ambassadeur, c'est pour vous, le nombre d'imams. Vous avez beaucoup d'imams qui vont dans les prisons, parce que vous avez dit, il y a un nombre d'aumôniers. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'aumôniers dans les prisons? Nous, on vient de visiter une prison française, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des imams? Et puis, vous nous avez parlé d'agents dans les prisons. Alors, je pense que c'est des agents de renseignement. Ah, vous n'avez pas? Ah bon? Parce que nous, on est en train de pousser des agents qui sont de l'administration pénitentiaire, de façon à nous donner... C'est pareil que vous? Bon, de façon à nous donner Ma deuxième question, c'est à l'ensemble de nos amis ambassadeurs. Est-ce que vos pays acceptent que les lieux de culte soient financés par des pays étrangers? Quelle est votre position sur cela? C'est-à-dire, est-ce que d'autres pays peuvent payer? Et puis à vous, Madame l'ambassadrice, on a bien sûr été extrêmement touchés par ce qui s'est passé. Ça peut vous dire, c'est comme si c'était chez nous, hein, je vais vous dire, exactement pareil, quand j'ai entendu les choses. Ben, on a vu qu'il y avait une grande manifestation aussi. Nous aussi, on a eu une grande manifestation. Mais, madame, on a vu aussi qu'il y avait une manifestation pour soutenir précisément le tueur. Est-ce qu'il y a une législation dans votre pays qui va réagir? Et puis, nous avons entendu, alors, sur plusieurs radios, des jeunes qui étaient de ce quartier, je pense, hein, je crois, qui nous expliquaient combien il fallait absolument soutenir ce genre de choses. Quelle est la possibilité de la justice de votre pays, qui est un grand pays de la liberté, vis-à-vis de cette manifestation et vis-à-vis de ces déclarations? J'en ai vu 3 ou 4 jeunes dont même un s'exprimait parfaitement en français et nous expliquait bien qu'il fallait soutenir ce système de djihadistes. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Alors, le grand privilège de la présidence, c'est de commencer à poser des questions, c'est aussi de poser la dernière. J'attendais que mes collègues se manifestent. J'aurais donc une dernière question collective, je dirais. Est-ce que vous avez chacun dans votre pays respectif un établissement de formation des imams? Parce que une des préoccupations, on a parlé de financement des lieux de culte, mais on a aussi un problème de formation. Alors nos amis britanniques ont réglé le problème en imposant les prêches en anglais. Ce n'est pas encore tout à fait fait chez nous. Et nous avons évidemment des imams et des aumôniers qui ne sont pas des nationaux et qui, comme le dit très joliment le responsable de formation en France, il faut mettre le texte dans le contexte, c'est-à-dire la religion dans le contexte du pays dans lequel elle s'exprime. Je vous remercie et je vous laisse la parole. Monsieur l'ambassadeur de Grande-Bretagne, vous commencez. Merci beaucoup, madame, et merci, monsieur et madame les sénateurs, pour l'intérêt que vous avez porté et pour les questions très, très pertinentes. Je vais essayer de répondre à plusieurs, mais je laisse le soin de mes collègues de répondre aux plus difficiles. C'est probablement comme ça que ça doit marcher.
Sur les renseignements, on ne peut pas dire grand-chose, bien sûr, mais je peux parler en tant qu'ex-coordinateur de renseignement. Je peux assurer les sénateurs présents qu'il y a une excellente coordination entre les services européens, mais c'est en dehors du cadre de l'Union européenne, disons comme ça. Ce n'est pas dans les compétences européennes, mais ça existe et ça marche bien. Et c'est absolument essentiel que ça marche bien. Dans le cadre de l'Union européenne, nous sommes absolument en faveur d'un PNR, et un PNR qui permet l'échange d'informations sur les vols intra-européens, bien sûr. C'est urgent. Je sais que la France en fait une quand même, et nous aussi, mais c'est beaucoup mieux que ça se fait au niveau européen. Une autre chose qu'il faut faire au niveau européen, c'est tracer les armes et lutter contre les disponibilités d'armes lourdes, qui est essentiel aussi. Quelqu'un a fait mention au flux financier. Je ne suis pas un expert, mais je sais qu'il y a des moyens de tracer les flux financiers. Peut-être pas, Madame la sénateur, suffisamment fine pour avoir des petits flux. Chez nous, un moyen qu'on utilise, c'est la proscription de certains groupes terroristes. Si on les proscrit, à ce moment-là, on peut poursuivre leur financement aussi, éviter qu'ils collectent les fonds, par exemple. Un mot sur les aumôniers. Chez nous, oui, effectivement, nous avons davantage d'aumôniers dans les prisons que c'est le cas en France, et nous les payons. Je ne suis pas certain que nous les formons. Nous exigeons, comme vous dites, madame, qui prêche en anglais, mais nous avons ça. J'essaye de faire référence au personnel pénitentiaire que nous formons pour être vigilants pour les signes de comportement suspects ou à risque, mais aussi nous avons une petite structure aussi de renseignement de ce qui se passe dans les prisons. Parce que dans les prisons, c'est un vrai pépinière de radicalisation, je pense, dans tous nos pays. Alors c'est dans l'intérêt de tout le monde. Un dernier mot de ma part sur l'Internet. Et j'entends et je comprends bien les appels pour légiférer au niveau européen sur l'Internet. Notre expérience à Londres, c'est qu'on peut avoir un bon accord, un bon partenariat avec ces grands fournisseurs d'accès à l'Internet, ces grands acteurs, au niveau volontaire plutôt qu'avoir recours à la législation. Je donne par exemple la façon dont ils ont réagi à la pédophilie. Là, les grandes sociétés de l'Internet ont bien agi pour lutter contre la pédophilie en ligne, et nous pensons qu'on peut travailler avec eux aussi contre les sites radicaux et le matériel, le contenu radical en ligne. Nous avons depuis 2010 travaillé là-dessus. Nous avons fait supprimer 72 000 sites ou contenus radical en ligne. Je n'exclus pas du tout l'idée de législation, mais ça peut être long et compliqué. Et dans le court terme, il faut travailler en accord avec ces sociétés qui, quand même, ils ont leurs valeurs, leurs normes. Ils sont capables d'accepter que ce n'est pas bon pour leur business d'héberger les terroristes ou les gens qui prêchent le radicalisme. Alors, travaillant en volontariat, peut-être avec la législation en dernier recours si nécessaire. Merci beaucoup. Ça, je ne sais pas. Mon collègue expert, plus expert que moi, dit oui plutôt, monsieur le sénateur. Merci, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas, vous. Merci beaucoup, madame la présidente. Quelques réponses aux questions qui ont été soulevées. Évidemment, on a parlé de la coopération européenne. Ça existe, heureusement. Et on ne sait pas tout, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contacts entre les services concernés, c'est clair. En plus, il y a les réunions de nos collègues à Bruxelles. Alors, sur ce plan-là, je crois qu'on fait déjà le nécessaire sans qu'on soit forcément au courant de ce qui se passe tous les jours. Pour les questions de finances, bon, je ne peux que parler pour les Pays-Bas, bien sûr, mais on a créé chez nous ce qu'on appelle une Financial Intelligence Unit. C'est une unité sur le renseignement financier qui fait une contribution sur le plan national et international en ce qui concerne le financement de terrorisme.
Et cette institution, cet organisme partage des renseignements confidentiels avec des banques et enfin, comme vous avez dit, Western Union, etc., pour leur mettre dans une position de reconnaître des transactions qui sont peut-être suspectes. Alors, sur ce plan-là, il y a quand même des mesures assez concrètes qui ont été prises. Deuxième point, les imams. Il y en a dans la prison. Enfin, je tiens quand même à le dire. On trouve des aumôniers, des imams. Il y a 7 en fait religions qui sont représentées dans la prison. Les protestants, les catholiques, islamistes, humanistes, juifs, bouddhistes et hindouistes. Alors, ce plan-là, je crois qu'on a fait le nécessaire. Et il y en a qui sont payés par l'État. Il y a des imams dans les prisons payés par l'État. Et d'ailleurs, il y a aussi des imams dans l'armée, bien sûr. Alors, sur ce plan-là, on fait le nécessaire. Et là, je crois que ça aide vraiment à accompagner les détenus qui sont dans les prisons. D'ailleurs, c'est un processus qui est fortement réglementé, vous imaginez. Troisième point qui a été soulevé, bien sûr, c'est la prévention, le contre-discours. J'en ai dit quelques mots dans mon introduction tout à l'heure. Je voudrais quand même souligner que le travail le plus important ici est à faire par les communes. Il y a le maire qui était là, d'une des villes tout près de Lyon. Mais là, effectivement, le travail se fait. C'est dans les communes, avec une coopération très étroite, bien sûr, avec le maire, les élus, les gens qui font l'éducation. Et là, comme je dis tout à l'heure, on met à la disposition de ces communes des moyens financiers aussi pour avoir des programmes aussi sur Internet, pour expliquer ce qui se passe et pour tenir aussi ce contre-discours. Par exemple, et là je cite quelques mesures qui ont été prises, on donne de l'information sur la façon dont les jeunes sont recrutés, pour expliquer aux gens ce qui s'est fait, évidemment pour expliquer aussi les dangers qui vont avec ce processus. On veut démasquer les initiatives et les manipulations qui sont faites pour convaincre les gens d'une idéologie qui est bien sûr très dangereuse. Et un troisième point qui tombe sur cette activité-là, évidemment, on veut montrer les expériences négatives des gens qui sont partis et qui sont peut-être rentrés aux Pays-Bas. On veut montrer aussi aux jeunes qu'est-ce que cela veut dire si vous partez faire la lutte, etc., ailleurs. Alors tout ça fait partie de ce contre-discours. Évidemment, on essaie de faire ça dans une coopération très étroite entre la communauté musulmane et les autorités concernées. Et on cherche vraiment aussi à appuyer les initiatives de ces communautés musulmanes pour leur appuyer dans leur démarche, parce que c'est encore mieux si eux le font eux-mêmes, pour dire aux gens, aux jeunes, etc., attention, c'est dangereux, il ne faut pas se tromper sur ce qui se passe, etc. Et là, je crois que, bon, c'est la façon, disons, un des moyens les plus importantes pour éviter qu'il y a ce réseau, ce sol nourricier qui est là, qui n'est pas uniquement là pour recruter des gens, mais pour avoir aussi, disons, un environnement propice à le discours djihadiste, etc. Merci beaucoup. Il nous reste le financement des lieux de culte. Oui, ça existe. Ben, on ne l'interdit pas. On accepte d'autres choses, mais on n'interdit pas. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, à vous. Merci madame. Je vais être très bref. Sur les contrôles des flux financiers, et nous avons un mécanisme qui s'appelle CEPLAC, qui se ressemble énormément et presque identique au TRACFIN que vous avez ici en France. Presque identique. Et ça fonctionne. Au même temps, avec cette réforme du code pénal dont j'avais parlé dans mon intervention, il y a une modification prévue de l'article 176, précisément pour identifier les délits
des flux irréguliers des financiers, et, enfin, pour établir des peines dans les nouveaux codes pénals. Aussi, pour ce qui est du financement des mosquées, oui, l'État permet de pays étrangers financer des mosquées en Espagne. D'ailleurs, il n'y a qu'un pays qui a financé les mosquées, et nous les connaissons tous, si vous voulez, nous les nommons, hein, c'est l'Arabie Saoudite. Hein, mais il y a un contrôle. Ça veut dire qu'on autorise le financement des mosquées, mais pas l'établissement des mosquées partout. Hein, tout simplement dans des endroits où la population musulmane est significative, chose qui, évidemment, n'est pas évidente dans beaucoup d'endroits où nos amis saoudiens ont voulu financer des mosquées. Et aussi, pour les imams, nous n'avons pas de formation d'imams, mais nous sommes très attentifs aux imams qui travaillent au présent. On essaye de trouver les plus modérés et les plus raisonnables. Et évidemment, nous avons la liste d'imams radicaux, ils sont tous écartés des prisons. Merci. Pardonnez-moi, mais vous écartez les plus radicaux, mais vous avez des imams ou vous avez du personnel musulman à l'intérieur de votre ministère de l'Intérieur qui permet de dire quel est le bon imam du mauvais, parce que si vous n'avez pas de formation, nous n'en avons pas non plus. Comment vous sélectionnez les imams qui vont notamment en prison? Ça, c'est une vraie difficulté. Moi, je crois, Madame la Présidente, j'ai l'impression que les services de renseignement espagnols s'occupent de ça, et de façon très sérieuse. Hein. Et je crois qu'ils sont tous identifiés. Évidemment, notre tâche est plus simple que la vôtre, parce que le nombre de musulmans en Espagne n'atteint pas les nombres de musulmans en France, mais de toute façon, il y en a presque 1 million de musulmans en Espagne, et les services de renseignement sont très, très bien informés de ce qui se passe dans les communautés musulmanes, précisément parce que nous savons que ça, c'est le radicalisme dans les mosquées et les madrasas, les écoles, c'est vraiment les germes de tout le terrorisme islamique. Alors, évidemment, les gens qui sont envoyés aux prisons sont des gens qui ont déjà passé des filtres et qui ont été identifiés comme des gens raisonnables. La réponse qui consiste à dire les services de renseignement me semble une très bonne réponse, mais je crois que nos amis britanniques ont, eux, embauché des imams au sein du Home Office de façon à faire la sélection de ce qui m'avait été comme consultant, voilà, ce qui était aussi une option. La Présidente, je pense que nos 2 ambassadeurs des Royaumes-Unis, des Pays-Bas, ont bien dit qu'ils étaient pour le PNR tout à l'heure. Et pour l'Espagne, pour les Pays-Bas, vous êtes pour? C'est les plus forts défenseurs du PNR. Le PNR l'Espagne est le plus fort défenseur, et Monsieur l'ambassadeur, pour les Pays-Bas, même chose. Merci beaucoup. Hein. Madame l'ambassadrice du Danemark, à vous. Merci. Faites-nous rêver. Merci, Madame la Présidente. Je vais me concentrer sur le point où j'espère être utile pour ce débat. Alors, PNR, le Danemark est pour, mais le Conseil, comme vous le savez, n'est pas le problème, c'est le Parlement. Et ça persiste même après Charlie. Et c'est ça le problème. Surveillance de réseaux financiers, c'est très, très intéressant. Comme vous tous, nous avons aussi quelque chose comme le Financial Intelligence Unit, et ça marche très bien. Mais est-ce qu'on pose des vraies questions? Parce que une des leçons, je crois, c'est trop tôt à le dire, mais une des questions on peut tirer des attentats de Copenhague, c'est qu'il y a des liens entre le banditisme et la radicalisation. Il y a même des liens entre les délits banals et la radicalisation. Et si on ne pose pas des questions correctes, on ne regarde pas ce qu'il se passe vraiment, même si on a des outils.
parce que ce qui est en libre circulation, malheureusement, c'est de l'argent et des armes. Schengen. On est en train d'étudier avec beaucoup de créativité comme juriste, parce qu'il faut vraiment être un juriste créatif pour trouver comment est-ce que Schengen peut être utilisé dans des cas extrêmes, comme nous vivons pour le moment. Et on n'espère pas, comme Européens, que Schengen est vraiment quelque chose qui est presque anachronique de notre temps. Et ça, c'est une étude qu'on fait à Copenhague, et peut-être exactement pour défendre l'Europe, ça doit être une étude qu'on puisse faire ensemble, parce que sinon, c'est les eurosceptiques qui vont utiliser ça comme argument contre la libre circulation des personnes et spécialement Schengen. Schengen, c'est un problème, mais on croit qu'il y a des solutions, mais il faut vraiment être pas trop orthodoxe. L'éducation d'imams, une autre question très très pertinente. On a discuté ça longtemps au Danemark. On a réfléchi très concrètement de le faire même en 2003, une fois encore en 2013, mais c'est difficile, c'est très très difficile, parce qu'il faut être en dialogue, même pas avec les imams ou les étudiants d'islam à Copenhague, mais aussi d'autres pays. Mais maintenant, on sait qu'il y a une grande majorité de la population au Danemark qui dit exactement ça, qu'il faut avoir cette éducation. Et si je fais l'argumentation que ce qui fait vraiment le ADN du Danemark, c'est l'éducation, ça s'applique bien sûr aussi concernant l'imam. Et comme en Pays-Bas, il y a des imams dans les pressions payées par l'État, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment les sources avec l'autorité. En prison, c'est un autre monde, c'est une autre culture, il faut être là et très très proche. Plus d'Europe, oui, peut-être. Et c'est pas parce qu'il y a toujours 49% de Danois qui sont un peu réticents, pas du tout. C'est notre côté très pragmatique. C'est facile de dire plus d'Europe. Mais quoi? Parce que les solutions se trouvent souvent très très près des milieux où on produit, entre guillemets, des terroristes. Alors, c'est des solutions locaux ou locales. C'est ça qu'il faut vraiment étudier, bien sûr ensemble. Sur l'Internet, nous sommes d'accord. Merci. Et le financement des lieux de culte, Madame l'ambassadeur? Oui, on accepte aussi que c'est fait par des pays étrangers. Merci beaucoup. Voilà pour cette table ronde de droit comparé qui s'était tenue le 17 février 2015 dans le cadre des travaux de la commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes. Commission d'enquête présidée par Nathalie Goulet, sénatrice UDI-UC, et dont le rapporteur était le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur. Une table ronde que nous vous avons proposé de suivre dans le contexte du terrible attentat de Nice qui s'est tenu hier et à la suite duquel Manuel Valls a annoncé 3 jours de deuil national qui débuteront demain. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.